Ceci n'est pas mon avis sur le film Gourou. Voilà, c'est le thème de ce nouvel épisode où un humain, salut, ça c'est moi, parle à des humains, hé hé, salut, ça c'est toi. Alors, non, je n'ai pas vu le film Gourou, j'irai pas voir le film Gourou, j'ai rien contre le film Gourou, c'est pas un sujet pour moi, mais tout le monde en parle. Et surtout, ce que je perçois en filigrane de ça, autour de ce phénomène un peu sociétal, social, c'est que ça pose beaucoup de questions et ça génère beaucoup d'émotions aussi. Alors des émotions d'un côté, des émotions de l'autre, qui donnent vie à des posts parfois très très bien articulés. Et donc j'ai eu envie, avec toute ma belgitude, de dire alors, ceci n'est pas une vidéo sur le film Gourou, quoique parce que je pense que la question que ce film pose et aussi les différentes réponses que j'ai pu voir parmi les personnes que je suis, qui sont soit coach, soit thérapeute, soit accompagnant, et dans la société francophone et plus particulièrement française, qui est quand même particulière à cet endroit-là. Dès que l'on parle d'influence, la société française a quelque chose d'assez original pour qui c'est un vrai sujet, l'influence. Et voilà, donc du coup j'avais envie de te partager quelque chose qui peut être vraiment utile pour, comment je pourrais dire, à la fois résoudre cette espèce de conflit / problème de comment je fais pour ne pas être influencé, pour ne pas être manipulé, pour ne pas manipuler de mon côté aussi, pour ne pas influencer d'une manière qui soit inappropriée, comment je fais ça. Et aussi, ça permet aussi de résoudre un problème qui est pour moi plus fondamental, qui est, ok, donc on doit quelque part éviter de remettre notre pouvoir entre les mains de qui que ce soit, très bien. Mais comment on fait alors du coup pour grandir? Comment on fait pour s'installer dans sa force à soi, sa force propre, et de déployer une vie qui soit adossée à de la force, et pas juste à être quelque part, être emmené à droite, à gauche, en fonction des injonctions qu'on nous donne dans la société moderne. Alors, tout d'abord, j'ai envie de poser, avant de commencer, un mini coup de gueule, parce que il y a quelque chose qui me met vraiment mal à l'aise, je ne sais pas si c'est le cas pour toi. C'est que je vois que la société, petit à petit, glisse dans une forme de déification, dans une forme de glorification de la fragilité. Comme si le simple fait d'être victime de quelque chose nous absout de tout. Et il y a, selon moi, deux choses là. Bien sûr, il y a de réelles victimes, de choses qui sont vraiment des comportements ou des actes qui sont clairement à condamner. Et il y a une réflexion sociétale à avoir sur comment est-ce qu'on fait pour que de tels actes n'arrivent plus. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Lorsque l'on voit que certains symptômes dans une société apparaissent, il est très important de se dire, ok, là, peut-être qu'on a pris une mauvaise direction, il faudrait qu'on revienne pour que n'apparaissent plus toutes sortes de choses qui ne sont pas belles, qui ne sont pas bonnes, et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a une différence pour moi entre faire cela de manière très claire et donner comme un blanc-seing à toute personne dès l'instant où elle est victime de quelque chose. Ce qui favorise un regard sur soi où on va se demander à quel endroit on a été victime et surtout favorise la possibilité de l'identification à la victime. Être victime est une chose, faire ce qu'il faut pour prendre soin, c'est très important. Rectifier les choses au niveau de la société qui doivent l'être, c'est très important également. Mais une fois cela posé, le but final n'est pas que la personne qui a été victime reste dans une identification à la victime, mais plutôt qu'elle puisse développer de la résilience, s'appuyer sur une expérience pour peut-être se construire avec cette chose-là.
Et là, il y a quelque chose, moi, qui me dérange par moment, c'est ce sentiment que j'ai que certaines personnes utilisent ou bien leur propre histoire pour se victimiser, pour obtenir de l'attention, de l'énergie, parfois de l'argent, sans avoir à fournir rien qui soit vraiment aidant pour la société ou aidant pour les autres. Donc en gros, une forme de parasitage un peu raffiné, ou bien d'autres qui, elles, se posent dans ce très beau triangle de Karpman comme les sauveurs, les sauveuses des victimes, et qui par conséquent eh bien, s'érigent en force morale et obtiennent également de l'attention, etc. Et évidemment, c'est le triangle de Karpman que je mets en lumière. C'est pas des personnes, on s'entend, c'est des comportements, des tendances. C'est ça que je regarde et c'est ça qui m'agace. Où je me dis, bon sang, mais non, il faut pas faire ça. Ça marche pas, ça nous élève pas tous collectivement et individuellement cette ambiance-là, cette culture-là. Donc non, je crois que il ne faut pas sacrifier toute forme de force dès l'instant où on a observé une certaine série d'abus avérés, d'autorité, de force, de violence. C'est pas parce qu'il y a eu de tels abus, et il y en a eu, qu'il faut comme sacrifier toute forme de force en disant « Allez, maintenant, on ne veut plus de pouvoir, comme ça on n'aura plus de jeu de pouvoir ». Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on enlève le pouvoir à certains qu'il n'y aura plus de jeu de pouvoir. Ils vont juste se déplacer ailleurs. Parce que la violence a plusieurs formes. On peut tuer quelqu'un avec un coup de dague, et on peut aussi tuer quelqu'un en l'empoisonnant. Il y a des formes de violence qui sont quasiment invisibles, mais qui sont réellement existantes. Donc non, il ne s'agit pas d'enlever toute forme de force à tout le monde, pour que tout le monde soit comme sans force, en se disant là, on sera en sécurité. Non, on n'est pas en sécurité quand personne n'a de force. On est en sécurité quand, collectivement et individuellement, on sait comment faire jaillir une force qui est une force saine, équilibrée, appropriée. Et quand on s'encourage les uns les autres à développer cette force-là, en ayant cette vision claire de dire nous voulons plus de force saine, équilibrée. Et pas nous ne voulons plus entendre parler de la force. Nous ne voulons plus entendre parler du cadre. Nous ne voulons plus entendre parler de discipline. Nous ne voulons plus entendre parler de règles, de lois. Je crois que là, on fait une énorme erreur. Donc, avant de finalement te parler de ce qui n'est pas mon avis sur le film Gourou que j'ai pas vu, il me semblait important de juste poser ça parce que je crois que la notion de manipulation renvoie au fait d'être manipulable. Moi, je regarde dans mon parcours de vie les endroits où j'ai été, entre guillemets, influencé, manipulé, et où parfois longtemps après, tout à coup, je m'en rends compte et je me dis merde, ah ouais, merde, j'avais pas vu ça. Ah oui, merde. Mais donc, du coup, là, ben, en fait, c'est l'influence de l'autre qui m'a habité pour faire ça, ça, ça et ça. Et les fruits de ça, ça et ça et ça sont ça, ça et ça et ça. Et en fait, j'aime pas ces fruits-là. Ah oui, mais ces fruits-là, ils viennent de cette influence-là. Ah oui, mais cette influence-là, elle vient du fait qu'il y avait cette personne-là ou cette chose-là qui m'influençait. Ah oui, mais je me suis laissé influencer parce que ça. Ah ok. Et là, on peut remonter le fil et tout à coup, on peut se rendre compte que on a joué avec. Et que moi, personnellement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont influencé, qu'on pourrait dire qui m'ont manipulé, ou qui ont exercé sur moi des choses que la société condamne aujourd'hui. Mais avec le recul, je ne peux pas, si je suis tout à fait honnête, je vois clairement à quel endroit moi j'ai participé avec ça. Et c'est très compliqué, parce que à la fois l'acte est condamnable, ça c'est très clair. Ça ne devait pas être fait comme ça. Dans une société saine, dans une relation saine, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est sûr, ça ne devait pas avoir lieu. Et il y avait quelque chose de déconnant. Il y avait quelque chose de déconnant chez l'autre. Oui, c'est indéniable. Mais il y avait aussi quelque chose de déconnant chez moi. Et oui, c'est aussi indéniable. Et l'idée n'est pas de savoir qui doit être sacrifié, parce que c'est l'autre là
qui doit être sacrifié? Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre, le salaud, que je dois faire payer jusqu'à la fin de ses jours? Ou est-ce que c'est moi que je dois faire payer par manque de confiance en moi, manque d'estime de moi, etc., jusqu'à la fin de mes jours? Non, évidemment, ni l'un ni l'autre. Il y a un humain dedans. Et il y a un humain dedans. Il y a un humain dedans, le bourreau, et il y a un humain dedans, la victime. Et les deux humains méritent d'être aimés, d'être relevés. Parce que quand quelqu'un commet un acte qui fait du tort à l'autre, celui-là aussi a besoin d'être sauvé. Celui-là aussi a besoin d'être aimé. Celui-là aussi a besoin de guérir de quelque chose. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est de proposer une alternative à chercher qui on va sacrifier. Et la seule alternative que je vois, c'est de développer individuellement et collectivement de la force. Une vraie force, une force saine, une force équilibrée. Alors, je parle de force, je vais juste peut-être définir ce que je veux dire par là, parce qu'évidemment, les mots, on plaque sur eux à peu près tout ce qu'on veut, et là, l'idée pour moi, c'est vraiment de te faire comprendre ce que je veux dire quand je parle de force ici. Pour moi, la force, je vais prendre mes notes parce que chaque mot est important, c'est l'émergence naturelle dans le présent d'une réponse droite, juste et pleine d'autorité. Je répète, c'est l'émergence naturelle, dans le présent d'une réponse droite, juste et pleine d'autorité. Alors, expliquons un petit peu tout ça. Présent. Tout d'abord, c'est l'émergence dans le présent. Le simple fait de dire présent veut dire une chose simple, c'est que ce n'est pas une réaction liée au passé. Ce n'est pas une réactivité émotionnelle liée à un pathos personnel. Donc la force n'est pas une réaction émotionnelle. Et ce n'est pas non plus une réaction liée au passé. C'est présent. Et ce présent, c'est vraiment l'espace d'émergence de l'éternel. Hein. C'est comme ça que je parle du présent, en ce qui me concerne. Hein. Donc l'émergence naturelle dans le présent, on comprend tout de suite que c'est comme quelque chose qui émerge de la vérité éternelle et apparaît. Droite, qu'est-ce que je veux dire d'une réponse droite? C'est l'émergence d'une réponse. C'est-à-dire face à une situation, il y a l'émergence d'une réponse droite. Droite, pourquoi? Droite, ça veut dire qu'elle est ni dure, ni violente, ni tiède, ni « Ah, mon pauvre petit chéri !» Non, c'est droit. C'est ce que c'est. C'est ni dur, ni comme ça. Elle est juste. Alors juste, je voudrais redéfinir, parce que souvent, quand on entend le terme « juste », eh bien, c'est qu'une manière de dire vengeance. Quand les gens réclament la justice, en réalité, ils réclament vengeance. Parce que la justice ne se réclame pas. On se place sous la justice, avec quelqu'un d'autre. On ne réclame pas la justice. Ça n'existe pas. Mais on peut être très inconfortable avec une situation et demander que de se placer sous la justice avec l'autre. Moi, c'est quelque chose parfois que je fais quand dans une relation, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que je ne vois pas ou que je ne sais pas et que je sens que c'est dommage et je ne sais pas quoi faire. Peut-être que je n'ai même pas la balle. Alors je fais OK, avec cette personne, je me place sous la justice divine et j'accepte d'être rectifié, remis en cause, que quelque chose doive bouger chez moi, qu'il y ait une forme de réparation, tout ça. Voilà, c'est un petit tips en passant. Donc juste, ça ne veut pas dire ça. Juste ici, je le définis comme ceci, c'est qui peut servir de point d'appui. Une réponse juste est une réponse qui peut servir de point d'appui vers un épanouissement, une transcendance, une évolution harmonieuse. Donc, quand une décision est juste, elle offre un point d'appui
à partir duquel il est possible de redéployer quelque chose d'harmonieux. Et enfin, pleine d'autorité. Alors autorité, je sais que le mot est vilain pour certains, mais autorité, c'est pour moi un des plus beaux mots, tout simplement parce que c'est l'autorité qui autorise. C'est l'autorité qui autorise. Donc s'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'autorisation légitime. Et donc il n'y a pas de nouvelles choses possibles. Il n'y a que l'autorité qui autorise. Alors, qui interdit également. Ce sont les deux faces de la même pièce. Mais interdire quelque chose, c'est autoriser autre chose. Si dans la cour de récré, j'interdis que les enfants se tapent dessus, j'autorise l'obligation qu'ils vont avoir à résoudre leur conflit d'une autre manière. Donc l'interdit est aussi précieux que l'autorisation, mais il n'y a que l'autorité qui peut réaliser cela. Donc la force, c'est l'émergence naturelle, dans le présent, d'une réponse droite, juste et pleine d'autorité. Alors, on peut se poser la question de se dire, ok, d'accord, mais du coup, cette force-là, comment on peut la faire apparaître? Comment est-ce qu'on peut augmenter les chances qu'elle apparaisse? Comment est-ce que je peux, moi, être rejoint par une plus grande force, exercer davantage de force? Parce que si je souffre dans une relation, dans une situation, dans un pays, dans une époque, c'est tout simplement parce que je manque de force et je sens que je subis quelque chose qui ne me va pas. Si j'avais la force, je ferais un geste, une action pleine de cette force et je serais juste dans un sentiment de force. Ce qui voudrait simplement dire que l'extérieur ne m'affecterait plus, pas ou beaucoup moins. La force, elle apparaît seulement quand on est capable de se tenir dans le présent, sans le fuir. Donc la force, elle apparaît seulement, la condition, et c'est pas si simple, c'est simple à dire, c'est pas si simple à faire, elle apparaît seulement quand on est capable, en capacité donc, de se tenir dans le présent, sans le fuir. Et c'est pas si simple, parce qu'en face de l'autre qui nous fait un reproche, est-ce qu'on est capable de rester dans le présent? Pas toujours. Donc, se tenir dans le présent, ce qui ne veut pas dire se soumettre. On va y revenir. Pour accueillir ce qui se trouve dans le présent sans s'en défendre. Si je suis en train de me défendre de ce qui est dans le présent, même avec de très très bons arguments, mais si je suis défensif, il n'y a pas de force. Il y a moi qui lutte contre quelque chose, à coups d'arguments, à coups de levier manipulatoire, à coups de bombes atomiques, s'il faut aller jusque-là, mais en fait c'est de la défense. Je ne suis pas dans l'expression de la force. Je suis dans une défense parce que je suis incapable de me tenir là, dans le présent, avec ce qui s'y trouve. Pas ce que j'aimerais y voir, ce qui s'y trouve. C'est cet accueil-là qui va ensuite permettre une réponse, c'est-à-dire l'émergence dans le présent, on se souvient, l'émergence dans le présent d'une réponse. C'est nécessaire. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de réponse parce qu'on n'a pas entendu. Ou alors la réponse va être à côté de la plaque. Et une réponse qui est à côté de la plaque, c'est une réponse qui n'a pas pris le temps d'entendre. Et quand ça n'a pas été entendu, la réponse est inappropriée et va du coup être perçue par l'autre comme une défense ou une attaque, dont il va se défendre et attaquer, et on est reparti pour jouer au jeu de je te rétorque, que tu me rétorques, que nous nous rétorquons, qu'ils se rétorquèrent, etc., etc. Donc évidemment, c'est pas ça qu'on veut, mais ça nécessite, plus la situation est tendue, évidemment, plus les choses sont difficiles à regarder, à accueillir dans le présent, plus ça nous active émotionnellement, plus notre réponse risque d'être justement du bruit en plus ou de la violence en plus dans ce monde qui, je pense, n'en a pas besoin de plus. Donc ça nécessite de se tenir, d'être capable de se tenir dans le présent pour ensuite pouvoir répondre sans trahir cette force. L'idée en fait d'accueillir, pour donner une autre image, c'est comme d'accompagner la périphérie de soi. Ce que j'appelle la périphérie de soi, c'est tout ce qui est autour de l'intime.
L'intime étant l'espace dans lequel ce que je suis fondamentalement se tient en compagnie de Dieu. Ça, c'est l'intime. Tout le reste est périphérique. Donc, l'espace des pensées, des émotions, le corps physique, les relations, etc., etc. Tout ça, là, c'est la périphérie de ce que j'appelle l'intime et qui est notre essence en compagnie du divin. Quand dans l'intime tout va bien, eh bien, c'est déjà une belle chose. Et ensuite, quand cet intime-là a le pouvoir, eh bien, notre royaume, nos pensées, nos émotions, notre corps physique, nos relations, tout ça, tout s'harmonise. Tout retrouve un équilibre. Tout redevient bon. Mais pour ça, eh bien, il faut que la couronne soit mise sur l'intime et pas sur communément ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire mes mécanismes inconscients, c'est-à-dire mes croyances, c'est-à-dire mes réactions émotionnelles. Tout ça, évidemment, va rajouter du bruit à ma vie et au monde. Donc, ça va nécessiter, quelque part, d'accompagner la situation jusqu'à l'endroit où l'essence de qui je suis se tient avec Dieu, pour que ce roi-là, cet intime couronné, réponde. Et que cette réponse, ensuite, je l'accompagne et je lui donne une forme dans la présence, la parole et le geste. C'est vraiment ça qui permet de développer de la force et pas de l'agitation ou des leviers manipulatoires ou de la violence physique. Alors si cette dimension de force, telle que je la définis ici, te parle, t'appelle, eh bien je t'invite à regarder dans le descriptif de cette vidéo. J'ai créé un canal Telegram qui est totalement gratuit, qui s'appelle Force Intérieure, dans lequel tous les jours j'envoie un petit message audio de 3 à 7 minutes environ pour qu'on puisse grandir ensemble dans cette notion de force intérieure. Donc c'est un canal vraiment comme un canal de force intérieure. Tous les petits messages sont créés pour que ceux qui les écoutent puissent toucher un peu plus en eux-mêmes leur propre force intérieure et puissent la déployer dans tous les espaces de leur vie, leurs relations, leurs entreprises, etc. Donc, c'est plutôt pas mal ce que je voulais te partager. Donc, pour faire une petite clôture, une petite conclusion, non, comme tu l'as vu, je t'ai pas menti, ce n'était absolument pas une vidéo qui portait sur la vie du film Gourou, mais néanmoins la question que ce film semble poser, d'après ce que j'ai compris, j'espère avoir contribué à y apporter des éléments de réponse qui permettent d'éviter ces gourous, mais aussi quelque part de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain en se disant pour qu'il n'y ait plus de gourous, il faut déposséder tout le monde de toute forme de force. Non, nous avons besoin d'avoir autour de nous des gens qui nous proposent une force saine, une force vraie, une force équilibrée. Parce que quand on est entouré de gens qui sont forts de manière équilibrée, ça nous renforce aussi. Et plus on est fort, plus on est en capacité d'aimer, plus on est en capacité d'être en paix, plus on est en capacité de pulser de la joie autour de nous. Et pourquoi pas aller dans cette direction individuellement et collectivement. En tout cas, si cette vidéo t'a parlé, tu peux lui mettre un petit pouce. Tu peux également me partager tes impressions, tes questions, tes thématiques de vidéos dans les commentaires. Et surtout, si cette vidéo t'a touché, que tu penses qu'elle pourrait toucher quelqu'un dans ton entourage, je t'invite à lui partager directement, lui envoyer un petit message. Je dirais hey, « Salut, j'ai vu cette vidéo, je pense que ça pourrait te parler ». Et ainsi, continuer à constituer cette chaîne où un humain parle à un autre humain, qui transmet à un autre humain, qui transmet à un autre humain. Et voilà, ainsi de suite, jusque vers l'infini et au-delà. Voilà, merci infiniment de ta présence, de ton écoute jusqu'ici. Et puis, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Un humain. Celui-ci parle à des humains. Ça, c'est toi et tous les autres. Salut.